Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la correction d'un QCM qui va un peu résumer les principales notions sur l'échantillonnage et la loi normale. Il y aura aussi des petits rappels de quelques vieux chapitres très importants dans le programme de Terminal STMG, mais en particulier on va se concentrer sur l'échantillonnage et la loi normale. Donc on commence tout de suite avec une question justement sur la loi normale. Une variable aléatoire x suit une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. La courbe de densité associée à cette loi est représentée ci-dessous. Et on nous demande du coup de déduire quelque chose à partir de seulement cette courbe représentative. Et donc ce sera forcément quelque chose sur soit l'espérance, soit l'écart type. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que voilà, il y a 4 options. Une option qui est juste un nombre, 0,2, et que je pense on peut exclure directement parce que juste un nombre comme ça n'a aucune signification. Mais par contre, les 3 autres options, elles, en fait, on peut effectivement déduire quelque chose parce qu'on sait que la moyenne, elle a comme signification, en fait, d'être l'axe de symétrie de la courbe. Autrement dit, je regarde un peu ma courbe et je m'aperçois que à peu près ici, vous voyez, il y a une symétrie entre les deux branches que j'obtiens. Et si je trace la droite verticale correspondante à ce point-là, c'est un peu aussi le point de maximum de la courbe, eh bien je remarque que je tombe pile poil à 3,5. Or 3,5 sera donc la valeur de mu, donc la valeur de la moyenne. Et effectivement, vous voyez que c'était une des options. Donc voici la bonne réponse. Très bien. On passe du coup à la question numéro 2, qui concerne cette fois-ci du coup l'échantillonnage. Alors, en février 2013, un sondage a été réalisé par téléphone sur un échantillon national représentatif de 1000 personnes résidant en France âgées de 18 ans et plus. Cet échantillon a été constitué d'après la méthode des quotas, sexe, âge, catégorie socio-professionnelle du chef de ménage, par région et par taille d'agglomération. Vous voyez ici, il y a beaucoup d'informations, il faut distinguer en fait celles qui sont vraiment importantes. Ensuite, on continue de lire. Le sondeur donne 257 personnes n'ayant pas ou peu confiance dans les hôpitaux publics. Dans quelle fourchette peut-on estimer le pourcentage de Français qui n'ont pas ou peu de confiance dans les hôpitaux publics, avec une probabilité de 95%. Alors voilà, il y a beaucoup d'informations, mais essayons de saisir lesquelles sont les plus importantes. Alors, déjà, un échantillon représentatif national de 1000 personnes, ça me donne l'information sur la taille de l'échantillon, et en général, on l'indique avec la lettre N. Donc ici c'est assez clair parce qu'il nous dit que ce sondage a été réalisé sur un échantillon. De plus, on sait que c'est un sondage. Donc en fait, on cherche à estimer une certaine information. On sait que dans ce sondage, du coup, le sondeur a donné 257 personnes qui ont pas ou peu de confiance dans les hôpitaux publics. Et la question à la toute fin, c'est dans quelle fourchette peut-on estimer le pourcentage de Français qui n'ont pas ou peu confiance dans les hôpitaux publics? Donc ici, on déduit grâce à la question qui nous est posée qu'il faudra utiliser l'intervalle de confiance. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple, c'est parce que ici, on ne connaît pas quelle est la proportion effective des Français qui n'ont pas ou peu de confiance dans les hôpitaux publics. Comme on ne connaît pas, vous voyez ici j'ai marqué un point d'interrogation parce que cette information-là elle est absente, eh bien il va falloir que on détermine nous du coup quel est cet intervalle. Alors déjà donc on pourra exclure sûrement l'option ici, la troisième option, dans laquelle c'est marqué intervalle de fluctuation, ça c'est sûr que c'est faux. Donc si je veux calculer l'intervalle de confiance et donc déterminer quelle est la fourchette qui m'intéresse, eh bien c'est très simple. Je vais déjà calculer quelle est la fréquence dans l'échantillon. Je vous le rappelle, fréquence dans l'échantillon que je considère. Et cette fréquence F0, du coup, c'est égal à 257, ce sont ceux qui ont répondu ne pas avoir de confiance, sur le total de l'échantillon, donc 1000. Alors si je fais cette opération, ça va me donner 0,257. Et ensuite, maintenant, je veux calculer du coup quel est cet intervalle de confiance. Et du coup, j'écris, je vous rappelle la formule, c'est f0 moins 1 sur la racine carrée de n, point virgule, f0 plus 1 divisé par la racine carrée de n. Et donc, si je remplace les valeurs numériques dans ce calcul, je trouve 0,257 moins 1 sur la racine carrée de 1000
point virgule, 0,257 plus 1 divisé par la racine carrée de 1000. J'effectue donc le calcul et j'obtiendrai ma réponse. Et donc je vais faire à la calculatrice, pour l'intervalle de gauche, pour l'extrême de gauche, excusez-moi, je trouve 0,225 et je peux arrondir ici parce que le chiffre d'après c'est 3, c'est déjà assez précis. Point virgule. Et de l'autre côté, je vais trouver du coup la même opération, je la répète, mais cette fois-ci je mets le plus du coup entre 0,257 et 1 sur racine de 1000 et je trouve cette fois-ci du coup 0, alors encore une fois je vais arrondir ici, donc je vais écrire 0,289, donc c'est ça le résultat. Et maintenant je vais lire du coup dans laquelle des options je me suis trouvé. Alors sûrement on ne peut pas dire que l'intervalle de confiance de cet échantillon est 0,256 et 0,258, d'accord? C'est visiblement pas ça que j'ai écrit ici, donc ça je peux l'exclure. Je peux aussi exclure la première option, visiblement il n'y apparaît nulle part à 91,8 et 98,2. Mais par contre, la deuxième option, c'est la bonne. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, les résultats que j'ai trouvés écrits ici comme un nombre décimal, en fait, c'est la même chose écrit là-bas en pourcentage. Je sais que 22,5%, c'est la même chose que 0,225. D'accord? Il suffit juste de multiplier fois 100. Et l'autre côté, du coup, c'est 28,9. Et si je multiplie 0,289 fois 100, bah, je trouve 28,9%. Voici donc que la bonne réponse était celle-là. Voilà, j'avance du coup avec la troisième question. Alors, c'était une question, cette fois-ci, sur les suites, un des autres chapitres qui sont probablement les plus importants de l'année. Donc, pas d'échantillonnage de loi normale, c'est juste un très bon rappel. Ici, c'était juste un rappel sur une formule très importante. On suppose que UN est une suite arithmétique de termes initiales donnés, U0 égale à 5, et de raisons données, 1,8. L'expression de UN, pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à n est, et ici, la seule façon d'y répondre, en fait, c'était d'utiliser la formule qu'on apprend en cours, qui nous dit que UN, du coup, s'exprime comme étant égal à U0 plus n fois la raison. D'accord? Et si je remplace, ici, je trouve UN égale, du coup, 5 plus n fois la raison 1,8. Donc, je cherche parmi les options laquelle c'est. Alors, visiblement, ce n'est pas la première, mais ça a l'air d'être la deuxième. Ici, vous trouvez très facilement le 5 plus n fois 1,8. En fait, c'est la même chose que dire 1,8 fois n. Et de toute façon, les deux autres, ça ne peut pas être, parce que ici, vous avez que n, il est écrit comme exposant, et ici, c'est 3,2 et pas 5. Voici donc pour la question numéro 3. La question numéro 4 maintenant, c'est encore une question qui n'est pas concernante ni l'échantillonnage, ni la loi normale. C'est juste une question d'information chiffrée, et en particulier c'est une évolution, et donc je veux savoir quel est le taux d'évolution ici exprimé en pourcentage. Donc je passe de 32 à 36,8. Je veux déterminer donc quel est le taux d'évolution, c'est ça que je ne connais pas, et je vous rappelle que du coup la formule est la suivante. En fait, il faut juste faire V1 moins V0 divisé par V0, le tout multiplié fois 100, avec V0 étant égal à 32 et V1 étant égal à 36,8. Donc ce que j'effectue comme opération, c'est T égale du coup 36,8 moins 32 divisé par 32, et tout cela je le multiplie fois 100. Alors, je vous conseille de le faire à la calculatrice. Vous obtenez du coup 15, et donc c'est le résultat 15%. On passe donc à la question 5. Dans une école où un tiers des élèves croient encore au Père Noël, on interroge 25 élèves au hasard. L'intervalle de fluctuation à 95% de la proportion d'élèves qui croient encore au Père Noël dans cet échantillon est... Alors arrêtons-nous là un instant. Qu'est-ce que c'est cette question? Alors, on parle d'échantillonnage, ça c'est sûr, c'est bien marqué au début, et on nous demande de déterminer l'intervalle de fluctuation. C'est tout. Je ne veux pas faire ici de prise de décision ni de estimation d'intervalle, donc c'est pas intervalle de confiance. Je n'ai pas besoin de beaucoup de données, j'ai juste besoin en fait de connaître deux données. Le premier c'est P, la proportion effective. Alors, quelle est la proportion effective du caractère que je regarde dans cet échantillon? J'y arrive dans un instant. Et la deuxième donnée dont j'ai besoin, c'est la taille de l'échantillon. Alors ici, du coup, lisons un instant le texte.
maintenant, en sachant que je veux déterminer ces deux informations, dans une école où un tiers des élèves croient encore au Père Noël, et on interroge 25 élèves. Alors ici, il y a du coup des informations. Quelle est la proportion effective du coup des élèves qui croient encore au Père Noël? Eh bien, c'est très simple de la lire. On sait que ce sera égal à un tiers. Parce qu'on sait qu'un tiers des élèves croient encore au Père Noël. Et ça, si vous voulez, vous pouvez l'arrondir avec la valeur 0,33. Et on interroge 25 élèves au hasard. Donc ça veut dire que je prends un échantillon de taille 25. Maintenant, du coup, je vais déterminer l'intervalle des fluctuations. Et pour ce faire, ce que je vais faire, c'est de calculer du coup avec la formule suivante. P moins 1 sur la racine carrée de n, point virgule, P plus 1 sur la racine carrée de n. C'est ça que je dois déterminer et donc allons faire le calcul. J'écris du coup, alors 0, moi je vous conseille d'abord déjà d'essayer de le faire en fraction à la place de le faire directement avec les chiffres avec les décimaux. Vous faites du coup 1 tiers moins 1 divisé par la racine carrée de 25, point virgule, 1 tiers plus 1 divisé par la racine carrée de 25. Qu'est-ce que vous obtenez ici du coup? Eh bien, vous savez que la racine de 25 c'est égal à 5, donc ça c'est 1 tiers moins 1 cinquième, et de l'autre côté vous avez 1 tiers plus 1 cinquième. Mais alors, pour terminer ce petit calcul, il faut juste faire le dénominateur commun entre 3 et 5. Et ça c'est simple, c'est 15. Et ici aussi du coup. Et alors, l'opération à faire ici c'est, alors si je trouvais dénominateur commun égal à 15, fois combien ai-je multiplié 3 ici pour obtenir 15, je l'ai multiplié fois 5. Donc j'écris 5 au numérateur, moins, et le 5 qui se trouve ici, je l'ai multiplié fois combien pour arriver à 15? Fois 3. Donc j'écris ici 3. Et je fais la même chose ici, sauf que du coup, à la place d'avoir 5 moins 3, j'aurai 5 plus 3. Donc finalement, tout ce calcul me donne comme résultat 2 quinzièmes, point virgule, 8 quinzièmes. Et c'est ça l'intervalle. Donc je vais rechercher si cet intervalle-là se trouve parmi les options qui sont dans la liste. Je regarde et je remarque que je ne le trouve pas directement. Ici, j'ai 2 quinzièmes, 9 quinzièmes, mais du coup, ce n'est pas le cas parce que là, j'ai 8 quinzièmes, donc non, pas ça. Je remarque également que ici, où c'est exprimé à un 75e, ce n'est pas le cas. Donc, il vaut peut-être mieux passer à l'expression avec les décimaux. Et donc, voilà, je reprends ma petite parenthèse et je réécris ce résultat. Autrement dit, je fais 2 divisé par 15 à la calculatrice et je trouve du coup 0,13 arrondi, bien sûr. Et si je fais 8 divisé par 15, je trouve comme résultat 0,53. Encore une fois, j'ai arrondi, hein, donc je vais chercher un résultat approximativement égal à celui-là. Et si je regarde bien, je trouve juste ici, à la troisième option, que le résultat il est présent. C'est vraiment celui-là, 0,133. Vous voyez, il a moins arrondi que moi, mais c'est le même résultat. Et là, c'est 0,533, donc approximativement égal à 0,53. Voilà donc pour cette question. On passe à encore une question sur la loi normale. Alors ici, c'est vraiment une question assez simple. On a une variable aléatoire x qui suit la loi normale de paramètres mu égale à 30 et sigma égale à 2,5. Qu'est-ce qu'on peut donc dire? Alors ici, vous avez la possibilité très simple de juste effectuer tous ces 4 calculs à la calculatrice et de déterminer quelle était la bonne réponse. Mais je vous dis, moi, une autre méthode qui marche également. Parce que je vous ai déjà expliqué qu'il y a des intervalles très importants, on les appelle les intervalles remarquables, et on sait en particulier cette chose-là, on sait que la probabilité que x soit comprise entre mu moins 2 fois sigma et mu plus 2 fois sigma, ça fait partie du cours sur la loi normale, je vous le rappelle, eh bien, ça c'est égal à 0,95. Alors, moi je remarque que ici, j'ai à chaque fois 0,95 comme probabilité. Donc, si je sais quel est mu et quel est sigma, je peux trouver du coup quel est l'intervalle qui répond à ça. Et du coup, je sais que ce sera la probabilité d'avoir 30 moins 2 fois 2,5, ça fait donc 5, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 30, plus 2 fois
2,5, donc ça fait encore 5. Et je sais que ça, c'est égal à 0,95. Et je fais encore un petit passage de calcul et je trouve 25, du coup, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 35. Alors, est-ce que cette option, elle est présente? Bah, visiblement, oui, elle est juste là. Donc, la bonne réponse était ici, là, la quatrième. Voilà, on passe à la question numéro 7. C'est encore sur la loi normale. Et donc, je lis. On considère x une variable aléatoire qui suit la normale de moyenne 60 et d'écart type 5. La probabilité que x soit supérieur à 65, arrondi à 0,01, est égale à, attention, c'est arrondi à 0,01, hein. Il faudra en tenir compte tout à l'heure, est égal à, et ici, bah, vous n'avez pas d'autre choix que passer du coup par la calculatrice. Vous prenez votre calculatrice et vous allez chercher du coup, vous avez vu la technique que je vous ai déjà expliquée dans d'autres vidéos, donc je ne la répéterai pas ici, mais voilà, vous effectuez donc les calculs et ici je vous donne directement le résultat. Exactement 0,559, mais on a dit qu'il faut arrondir à 0,01, donc il faudra arrondir à la deuxième chiffre après la virgule. Et ici, du coup, si je veux respecter cette contrainte, eh ben, il va falloir que j'écrive non pas 0,15, mais 0,16. Donc ici, il faut faire attention, la bonne réponse était celle-là. D'accord? L'arrondi est toujours une partie de la question, et donc il faut le respecter, c'est très important. On passe à la question 8. On passe donc à une question encore sur l'échantillonnage. Et donc, on lit le texte. Karim, qui est philatéliste, commande une série de 49 timbres choisis dans un catalogue publicitaire qui annonce une proportion de 42% des timbres sous le thème des célébrités. À la réception de sa commande, Karim compte 15 timbres montrant des célébrités dans la série qu'il a reçue. Peut-il affirmer que la publicité était mensongère? Alors déjà, identifions un peu le cas de figure dans lequel on se trouve. Alors ici, on a une série de 49 timbres. Et donc, on sait que on travaille du coup dans un échantillon composé par 49 timbres. On sait que la proportion, ici c'est bien marqué, hein, la publicité annonce une proportion de 42% de timbres sous le thème des célébrités. Mais quand la commande arrive, il en trouve seulement 15. Ça veut dire que du coup, il a trouvé que 15 sur 49 de ces timbres représentent des célébrités. Et si je veux m'écrire ça, bah, ça veut dire du coup que 15 divisé par 49, ce n'est pas du tout correspondant à 42%, c'est un peu moins en fait. Très précisément, c'est 0,3 approximativement. Donc je peux dire que c'est vraiment inférieur par rapport à ce qui était annoncé. D'accord? 0,3, ça veut dire donc 30%. Donc 30%, c'est bien inférieur à 42. Peut-il affirmer que la publicité était mensongère? Alors, pour ce faire, il faut qu'on exploite l'intervalle de fluctuation. Pourquoi l'intervalle de fluctuation? Parce que ici, on connaît quelle est la proportion effective. On sait que la proportion effective, elle est de 42%, autrement dit 0,42. On le sait, c'est une information présente dans le texte. On connaît quelle est la fréquence dans l'échantillon, on sait que c'est 0,3. Et on sait également donc quelle est la taille de l'échantillon, c'est 49. Donc il ne nous reste qu'à calculer l'intervalle de fluctuation et de vérifier si cette valeur se trouve bien à l'intérieur de l'intervalle ou pas. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vous rappelle du coup encore une fois la formule, c'est P moins 1 sur la racine carrée de n, point virgule, P plus 1 sur la racine carrée de n. Alors ici je vous bypass les calculs, je vais juste les sauter pour alléger un peu notre vidéo et je vous écris directement que le résultat est égal à 0,27, alors on arrondit à 28 effectivement, point virgule 0,56. Ça c'est l'intervalle de fluctuation. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque que 0,3, eh bien il appartient à cet intervalle. Parce que 0,3 il est plus grand que 0,28 et plus petit que 0,56. Donc c'est une fluctuation normale. C'est juste une fluctuation, ce qu'on appelle une fluctuation d'échantillonnage. C'est une fluctuation d'échantillonnage. C'est une fluctuation surtout qui est normale, il n'y a pas eu d'arnaque. Donc ici, je vais sélectionner l'option qui correspond. Et c'est donc la troisième ici, c'est marqué non, car on peut considérer qu'il y a fluctuation d'échantillonnage.
Voilà, c'était peut-être une des questions les plus difficiles de tout le QCM, mais il faut aussi parfois se poser des défis et essayer d'y parvenir. Ok, la question 9, c'est sur la normale. Un test d'aptitude est évalué sur 100 points et il faut obtenir au moins 60 points pour le réussir. Le score d'un candidat est modélisé par une variable aléatoire grand X qui suit une loi normale d'espérance mu égale à 66 et écart type sigma inconnu. La probabilité pour un candidat pris au hasard d'obtenir un score compris entre 60 et 72 points est égale à 0,95. Donc, on peut écrire que le score compris entre 60 et 72 points est égal à 0,95. Alors, qu'est-ce que je peux déduire de ça par rapport à la valeur de l'écart type? Alors, encore une fois, je vais exploiter la propriété que je vous ai déjà rappelée, donc celle qui me dit que, comme je lis ici que ça fait 0,95, je sais que du coup, ça c'est égal à mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. D'accord? Et je sais également que mu est égal à 60. Donc en fait, ce que j'ai sous mes yeux, c'est 60 moins 2 fois 66, excusez-moi, c'est 66 mu, la valeur de la moyenne. Donc 66 moins 2 fois sigma est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à donc 66 plus 2 fois sigma. Alors regardez, pour arriver à 60, ce qui est marqué ici, d'accord, je dois soustraire 2 fois combien? Et pour arriver à 72, je dois additionner 2 fois combien à 66? Eh bien, dans les deux cas, la réponse c'est 6. Ça, c'est égal à 66 moins 6. Et ça, c'est égal à 66 plus 6. Et 6, il est égal à 2 fois 3, vous le savez. Mais alors, je peux déterminer que l'écart type, c'est 3. C'est donc ça la bonne réponse. Vous voyez, c'était juste une question de logique ici. Une autre façon était, bien entendu, d'utiliser la calculatrice et d'essayer avec les 4 possibilités pour trouver laquelle correspondait le plus, du coup, à la valeur de 0,95. Mais je vous ai donné, je pense, une manière un peu plus rapide. Et enfin, on arrive du coup à la dernière question, c'est encore sur l'échantillonnage. On lit du coup le texte. Un candidat aux élections municipales a fait réaliser un sondage auprès de 400 électeurs. Et 112 de ces 400 électeurs ont affirmé vouloir voter pour ce candidat. Un intervalle de confiance au seuil de 95%, dans lequel devrait se trouver la proportion d'électeurs votant pour le candidat aux élections municipales est... Alors comme il s'agit du coup d'une élection, ici on a fait un sondage, donc on ne connaît pas quelle est la proportion effective, donc P c'est un point d'interrogation, on ne connaît pas. Par contre on connaît F0, on sait que c'est 112 électeurs sur 400 qui ont voté pour ce candidat. Or, cette fréquence, ça nous donne, si j'effectue les calculs, très précisément 0,28. Et je sais également que le sondage, je l'ai effectué sur un échantillon de 400 électeurs, donc 400 personnes, c'est la taille de l'échantillon. Et du coup, je veux trouver l'intervalle de confiance, c'est même écrit dans le texte. Et donc ici, j'applique la formule, c'est F0 moins 1 sur la racine carrée de n, point virgule, F0 plus 1 sur la racine carrée de n. Et ici, je trouve que ça va me faire 0,23, autrement dit 230. C'est pareil de rajouter un 0 s'il n'y a rien. Et 0,33, et donc c'est la même chose que rajouter un 0, encore une fois, parce que derrière, il n'y a rien. Donc ici, la solution était la première réponse proposée, parce que je retrouve exactement la même chose dans mon calcul. Voilà, c'est terminé pour cette correction. J'espère que cela a éclairci des points un peu plus obscurs encore sur en particulier l'échantillonnage et la normale. Et je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.